Ils étaient nombreux, à mon avis, c'était bienvenu que vous soyez nombreux parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont soulevées à travers cet invité. Je vais leur laisser la parole tout de suite. J'ai été observatrice, j'ai échangé aussi pas mal avec eux sur la construction de leurs réflexions et sur les questions qui me semblaient être intéressantes à soulever. Donc je leur demande quand même de se présenter, c'est bien de savoir à quelle appartenance ils viennent, des arts du spectacle, du cinéma ou des arts plastiques ou de la musique. Et ça j'ai beaucoup apprécié justement cette diversité d'origine qui peut-être permettait d'avoir une certaine finesse dans les questions qui étaient soulevées et qui ont été soulevées. Donc à vous la parole. Allez, allez-y, parce que le temps est à durée limitée. Pour rappeler la connaissance, comment vous avez évolué dans votre travail, la méthodologie. Attention, il va tomber. Comme vous voyez, c'est le titre général. C'est le titre de première partie. Afrique et Europe, parallèle entre les relations linguistiques et historiques. Et il y a trois sous-titres. Numéro 1, l'art de l'époque précoloniale. Numéro 2, l'art de l'époque coloniale. Et numéro 3, l'art de l'époque postcoloniale. En fait, à la suite de la colonisation sur tout le continent noir, ses conséquences de modernisation, d'urbanisation, de scolarisation, etc., on voit un nouveau type d'artistes et un nouveau type de mécènes. Des mécènes paraît au début du XXe siècle. Déjà, c'était comme ça dans l'époque précoloniale. L'art, c'était quelque chose de traditionnel. Alors, un artiste, normalement, il travaillait dans la plupart du temps pour un mécène qui était normalement quelqu'un de sa communauté ou quelqu'un d'un groupe culturel religieux, l'approche de lui avec les mêmes méthodes de travail et presque les mêmes matériaux. Et présenter les œuvres, c'était pour la population locale. Mais à la suite, après, dans l'époque coloniale, on voit que tout s'est changé. Maintenant, les mécènes ne sont plus les Africains en pouvoir, ils sont les Européens, les coloniaux, et alors les autres vont distribuer. Ils sont dans les primètres beaucoup plus importants, en Europe, aux États-Unis, etc. Et on voit pour la première fois que le titre de l'art pour les touristes, il apparaît dans le monde artistique en Afrique. Parce qu'à cette époque-là, il y avait les gens qui travaillaient avec acrylique, comme le support, comme le matériau principal. Et il commençait à travailler dans les méthodes artistiques occidentales. Alors, il peintait normalement les paysages et les monuments historiques en Afrique pour les touristes qui venaient visiter ce continent. J'aimerais bien vous citer quelques phrases de livre Anthologie de l'art Afrique du XXe siècle, qui est un livre très connu, qui résume très bien cette période africaine. Le principe occidental d'un art pour l'art, de l'artiste centré sur lui-même, ne prend pas racine sur le continent noir que dans la première moitié du XXe siècle. L'artiste s'invente dès les premières aquarellistes qui se confrontent à l'esthétique occidentale, jusqu'à aux écoles et ateliers qui, dans les années 20, commencent à fleurir sur le sol africain par la volonté d'artistes, de mécènes ou d'enseignants occidentaux.
En fait, à cette époque-là, les coloniaux, les gens comme les missionnaires, les artistes et les enseignants des arts, ils ont commencé à mettre en place des ateliers et des écoles de beaux-arts dans la méthode académique qu'il y avait avant. Alors, on a beaucoup d'étudiants de ces écoles. Ils ont engagé pour représenter les thèmes bibliques et décorer les églises, les chapelles et les monuments chrétiens qui étaient en train de construire. Et ici, on voit quelque chose qui est très important. Ces nouveaux artistes se voient confrontés à des cultures rapportées, des nouveaux modes de vie, des nouvelles formes artistiques, des nouveaux matériaux, dont ces influences apparaissent dans leur travail, dans tous les aspects de leur création artistique. Après ça, dans les années 50 et 60, on voit beaucoup d'expositions artistiques en Europe et aux États-Unis, dans les lieux très connus dans le monde entier, qui présentent les œuvres des artistes africains. Et ça posait beaucoup d'attention du groupe et les collectionneurs qui voulaient savoir ce qui pourrait émerger de ce continent qui était un continent assez connu pour ses spécificités culturelles. Son art primitif. Ici, par exemple, on voit Frank McEwen, qui est très connu. Il est un peintre anglais. Il a ouvert un atelier en Afrique qui montre les travaux de ses élèves avant de collectionner dans la moitié des années 50. Le point essentiel ici qu'il faut savoir, c'est que normalement ces expositions ils étaient très réussies, c'était les expositions en groupe. Et rarement on voit les expositions réussies individuelles. À la suite, les lieux artistiques n'étaient pas beaucoup attirés pour présenter les travaux et les expositions individuelles. Ici, on voit un nouveau sens de la notion de conception de l'artiste africain pour la première fois comme un créateur, mais un créateur anonyme. À d'autre part, il faut savoir que dans les années 70, excusez-moi pour mon voix, je suis malade, l'approche des Occidentaux qui ne prenait plus en compte le vocabulaire de l'art moderne sur l'art africain qui était en train d'utiliser encore ce vocabulaire, c'était la bien accepté. Mais en somme, grâce à certains artistes comme Frank McEwen et Pierre Lot, on peut voir pour la première fois l'importation d'authenticité africaine dans les œuvres de leurs élèves. Alors ici, c'est exactement la renaissance artistique dans le continent noir qui s'est basée fondamentalement sur leur passé mystique et spirituel de ce peuple. Dans cette photo, vous pouvez voir, c'est une photo de workshop de McEwen en Afrique en 1960 avec ses élèves. Bonjour, je m'appelle Reza Kalounia, je suis étudiant en art plastique macro-recherche. Je vais continuer cette exposition. Maintenant, je vous présente des structures qui explosent d'art africain et plus particulière les musées ethnologiques en Europe et les centres d'art contemporain en Afrique. Première fois en Afrique qu'on peut marquer quelque chose comme l'exposition, en Europe, qu'on peut parler un peu d'exposition, c'était en
1989, c'est l'exposition de magicienne de la Terre dans le centre de Georges Pompidou à Paris. Et pour la première fois en France, son organisateur, le commissaire d'exposition Jean-Hubert Martin, a placé sur la scène internationale de l'art contemporain les arts non occidentaux. Non occidentaux contemporains. Et deuxième fois, on peut remarquer quelque chose après longtemps, c'était en 2005, l'exposition African Remix, présentée en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France et au Japon, peut être considérée comme la première à montrer un panorama important de l'art contemporain et spécifiquement africain, et surtout la richesse de l'art saharienne. Après, cette exposition-là qui est mouvée en Europe, par exemple, après, la première fois, c'était 2005, après continué en 2007. Première fois, c'était au Museum Kunstplatz en Düsseldorf. Et 2004, Harvard Gallery de Londres. Et après, 2005, Centre Georges Pompidou à Paris. Et après, en Tokyo, Grand Museum. Et 2007, c'est continué cette exposition qui présentait les marchandises aussi à côté, qui parlait à propos de les arts traditionnels africains, qui présentaient comme des choses un peu exotiques, on peut dire, en Europe, et qui est mélangé avec les racines africaines, avec les méthodes modernes aussi en Europe. Après, les musées en France, le musée en France qui est vraiment très très important dans ce domaine-là, c'est le musée d'Aper qui est ouvert sous la direction de Christian Leveux en mai 1986 avec 3 expositions simultanées. Ouverture sur l'art africain au musée des arts décoratifs, les cabinets de curiosité au XVIIe siècle et figure de reliquaire dite Kota dans son propre espace. Un hôtel particulier construit en 1901 par l'architecture Charles Plumet à Paris. En 2000, le nouveau musée d'Aper qui est inauguré avec l'exposition Art africain qui réunit 150 œuvres traditionnelles et qui était très très importante dans cette période parce que je crois que c'était une grande exposition là-bas, présenter toutes les œuvres traditionnelles africaines en Europe, pas seulement en France. En 2001, par la présentation des trois premiers bronzes du grand sculpture sénégalais Ossame Sow et par l'exposition L'Ameti consacrée à l'artiste cubain qui était ami de Picasso et Berton et Césaire, dont les tableaux sont mis en résonance avec des sculptures anciennes d'Afrique et Océanie. Oui. Deuxième musée que je veux remarquer ici, c'est le Musée royal d'Afrique centrale, MRAC.
Le Musée royal d'Afrique centrale est internationalement reconnu comme l'un des plus beaux et des plus impressionnants musées consacrés à l'Afrique depuis sa création en 1898. La mission de musée est de conserver et de gérer les collections, de mener des richesses scientifiques et diffuser ses connaissances via de nombreuses activités muséales, éducatives et scientifiques à destination d'un large public. Ensuite, on a cherché à propos les expositions en Afrique qui étaient très numéros, on peut dire. C'est la Biennale Art africain contemporain de Dakar au Sénégal, intitulée Dakar. Maintenant, on peut dire, ça fait depuis 10 ans qui est très très active. Il a présenté beaucoup d'artistes africains contemporains qui sont vivants en Afrique. Ils ont essayé de travailler sur les artistes vivants ils ont relié avec les racines africains et en plus ils ont vraiment travaillé sur le sujet par exemple contemporain aussi. Intitulé cette biennale-là, instituée par l'État du Sénégal depuis 1989, avec une première édition dédiée aux lettres en 1990. Elle sera réservée à l'art contemporain lors de la deuxième édition en 1992, avant d'être définitivement consacrée à la création africaine contemporaine à partir de 1996. Mais dans ce biennale, il y était l'autre partie qui s'appelle Off Dakar. C'est très très intéressant pour moi parce qu'ils ont essayé de présenter les artistes qui ne peuvent pas entrer dans la biennale Dakar. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de galeries spontanément qui travaillaient sur les artistes contemporains qui ont essayé, entre guillemets, d'entrer dans la biennale. Ça me souvient quelque chose en Europe, comme les refusés en France, dans les périodes impressionnistes. Et dans mon pays, Iran, il y a l'autre groupe qui s'appelle les Coqs. Ils sont contre les académies en Iran. Ils ont essayé de fonder les différentes manières pour présenter les œuvres qui sont, comme les Africains, on peut dire, qu'il y a les racines vraiment traditionnelles iraniennes aussi dedans. Voilà, c'est Off Dakar, c'est présenter les artistes contemporains qui ne peuvent pas entrer dans le biennale. À côté de ça, il y a l'autre chose, vraiment c'était très très intéressant, je crois, qui est Dakar, et a présenté l'autre partie qui s'appelle Créativité de femmes. Pour moi, il y a deux questions. Est-ce que, encore, il y a on ne peut pas mélanger les artistes féminins, les femmes et les hommes ensemble parce que on ne pense pas qu'ils sont dans le même niveau. Voilà, c'est pour ça. Ou on peut trouver les différents problèmes dans le contexte un peu avec un peu de problème entre guillemets, qui essayait de créer l'autre partie comme créativité de femmes là-bas. Ça fait 10 ans qu'ils ont travaillé dessus. Et heureusement, maintenant, on peut trouver beaucoup d'expositions dans le monde à propos des arts africains contemporains. Maintenant, actuellement, il y a l'exposition absolument pour les ventes les objets artistiques africains en Londres qui
présenter les œuvres que vous pouvez voir maintenant ici. On peut trouver les racines africaines dedans aussi, parce que ils ont utilisé les choses ou les objets artisanaux avec les théories, ou on peut dire thématiques un peu contemporaines et modernes, qui mélangent avec les modernités qu'il n'y a pas fait déjà, avec les contemporains. Et heureusement, en Afrique, ils sont en train de encore développer les musées. Maintenant, à Marrakech, ils ont essayé de fonder un musée d'art contemporain africain ils ont pensé dans 2016 va préparer pour présenter les parties des œuvres africaines. Merci. Alors, moi je vais vous parler des biennales qui se situent en Afrique depuis déjà à peu près 10 ans. Depuis 10 ans, il y a vraiment un dynamisme culturel qui se fait et qui veut vraiment présenter les arts africains contemporains. Évidemment, il y a un contexte historique qui est à prendre en compte dans ces événements et qui met énormément de problématiques en avant. Donc, je vais d'abord vous présenter différentes biennales qui existent. Par exemple, celle qui s'appelle Afiri Performa, donc au Zimbabwe, donc qui est spécialisée vraiment dans la performance contemporaine. Ce sont vraiment seulement des acteurs africains qui participent et le focus se met aussi sur l'histoire de ce continent et les différentes cultures qui existent. Donc l'année dernière, ça a été la première édition. Merci. Ensuite, donc, il y a Biennale Regard Bénin, qui a été créée en 2010 à l'occasion de, on y reviendra plus tard, mais je présente vite fait, à l'occasion du 50e anniversaire d'indépendance du pays, et donc qui a été créée par le ministère de la Culture du Bénin, l'institution française et l'ambassade française du Bénin. Et en général, c'est toujours ces trois acteurs qui participent à la création des biennales. Donc l'Institut français, les ambassades françaises dans les pays et le ministère de la Culture de ces pays. Et donc là, l'objectif est de promouvoir les artistes de ce pays à l'échelle internationale. Ensuite, on a par exemple East Africa Art Biennale, qui a été créée en 2001 et qui là regroupe plusieurs pays d'Afrique de l'Est. Là, en 2011, par exemple, c'était organisé au Rwanda, mais ils ont été associés avec le Burundi, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Et c'est encore une fois mettre en avant l'art contemporain de cette partie de l'Afrique. Ensuite, on a la Biennale de Luanda, en Angola. Donc, donc ça a été créé en 2006 suite à l'initiative d'un artiste angolais qui s'appelle Fernando Alvim et qui souhaitait vraiment à travers cette triennale raconter l'histoire de ce pays à travers les arts contemporains. Donc c'était vraiment intégrer l'aspect historique et politique de son pays et aussi, c'était pas seulement un tremplin pour les artistes du pays, mais vraiment faire prendre conscience. Voilà. Donc la Biennale de Marrakech, qui a été créée en 2004. Donc là, c'est aussi particulier puisque les artistes ne sont pas forcément que marocains, mais appartiennent pour la plupart à des pays du Proche et du Moyen-Orient. Ah non, je me suis trompée, pas du tout, ça c'est après. Pardon. Donc là, c'est pour la Biennale de Marrakech. C'est vraiment pour construire un pont entre les cultures des pays maghrébins et les arts. Donc là, ils font justement appel à des artistes internationaux, comme Morgan Meyer,
qui font des installations dans la ville. Donc que des installations architecturales ou très grande envergure. Et donc pour finir, la Biennale d'art contemporain de Oran, c'est dans celle-ci justement que les intervenants viennent de pays proches et Moyen-Orient pour justement la promouvoir aux jeunes artistes et mettre en avant les différentes cultures qui forment cette partie géographique. Ensuite, juste pour mettre en avant un aspect essentiel de ces biennales, je vais parler des rencontres de Bamako et de la Biennale de Dakar, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, qui ont beaucoup de points communs, notamment par leur ancienneté, puisque Bamako ça a été créé en 1994 et Dakar en 1992. Donc il faut savoir que ce sont aussi des manifestations publiques, puisqu'elles dépendent du ministère de la Culture. Mais il y a aussi des acteurs qui sont d'ordre privé, public, locaux et internationaux. Donc ils ont des ambitions qui sont similaires, c'est-à-dire mettre en avant les créateurs, les artistes de leur pays, mais qui sont dans un contexte justement d'implantation particulier entre ce local et l'international. Donc bon, là je vais résumer. Donc on peut dire qu'il y a deux horizons d'action et deux ambitions à coordonner. Donc le local, c'est par rapport développer la connaissance des arts régionaux à l'échelle régionale, nationale et continentale. Et à l'international, c'est finalement de faire connaître ces artistes auprès d'un public qui a un intérêt pour ces arts africains contemporains aujourd'hui. Donc c'est comment mettre tout ça en place pour qu'il y ait L'énergie qui circule. Exactement, voilà. Une énergie qui circule, voilà, que ce soit... donc pour Bamako, finalement, il y a quand même une différence qu'on peut constater, qui est tout simplement dans la création même de ces biennales, puisque pour Bamako, c'était à l'initiative d'acteurs étrangers. C'était deux photographes français et donc, qui ont mis ça en place. Et à la suite de ça, l'organisation implique des niveaux de pouvoir totalement différents, à la fois géographiquement et au niveau des espaces, c'est-à-dire qu'il y a un fort monopole décisionnel de la part des Français dans le choix notamment des artistes qui exposent lors des biennales. Donc ici, en fait, on peut dire que l'ambition elle est localiste, mais il y a un discours inadéquat avec les critères qui sont des experts internationaux finalement. Donc on peut dire qu'on contextualise à partir de l'international. Alors qu'à Dakar, l'initiative était qu'on ait d'acteurs locaux est placée sous la tutelle du ministère de la Culture du Sénégal. Et donc il y a une phrase par exemple de Youssef Ouad, qui est le secrétaire général de cette biennale, qui dit « C'est ici que la biennale de l'art africain contemporain s'ouvre vraiment au monde. C'est ici que les frontières s'expriment comme elles s'effacent vis-à-vis de la diversité des expressions, mais aussi de ce qui confère au langage artistique sa dimension universelle. » Donc voilà, donc finalement ici l'ambition est d'internationaliser à partir du contexte. Voilà. Étudiante en art critique essai. Et nous, alors moi c'est Alix, je suis étudiante en art du spectacle, en théâtre. Vous entendez bien? Oui. Ok. Moi je suis Burcu, je viens de la Turquie. En fait, on est un groupe très international. Lituanie, Iran, Turquie, après Colombie, France.
C'était, vous pouvez imaginer comment on a travaillé pendant 3 Il y a semaines. 2 Françaises. De français, c'est pas grave. On Alsacien. Et Disponible. Lituanie, ouais, bientôt. Voilà, donc on peut commencer. Et j'ai fait le art de la scène, oui, master 2. Ouais. Donc voilà, je vous présente Meshach Gaba. Vous allez rencontrer le 7 novembre, donc très bientôt. Et c'est faut dire que Meshach Gaba est vraiment un artiste international, c'est comme ça qu'il se déclare. Au cours d'une interview, on lui avait demandé, alors pour vous, vous êtes plutôt hollandais ou plutôt béninois, il a répondu que lui, il avait l'identité internationale. Et pourtant, Meshach Gaba est né à Cotonou, au Bénin, en 1961, ce qui n'est pas du tout fortuit, puisqu'on a fait une grosse partie présentation de l'Afrique et de ce qui se passe en Afrique, c'est justement pour ça. C'est pour expliquer que, bien qu'il soit international, Meshach Gaba est quand même ancré et il y a quand même cette identité, cette origine africaine du Bénin et de Cotonou qui est vraiment très importante. Voilà, et à propos de Meshach Gaba, si vous cherchez des infos, notamment pour les dossiers, je vous conseille d'aller sur le site qui s'appelle In Situ de Fabienne Leclerc. Et il y a toute sa bio, tous ses travaux. Donc c'est très intéressant. C'est sa galeriste. C'est sa galeriste en France. Voilà. Et peut-être que je peux dire pourquoi est-ce que Meshach Gaba est... Non. C'est bon, ok. Voilà, donc la formation de Meshach Gaba. Alors, Meshach Gaba commence à étudier l'art en tant que pratique dans les années 80. Il est comme un certain nombre d'artistes qui vivent en Afrique. Il étudie dans un atelier à Cotonou et maintenant cet atelier c'est le centre Zinsou. C'est pas écrit là, mais c'est Z-I-N-S-O-U. Et de toute façon, c'est écrit dans la feuille qu'on vous a distribuée, il y a le site. Et donc, voilà, c'est là où il apprend les premières techniques de peinture, parce qu'au début, c'est surtout il produit surtout des œuvres picturales. Puis, il se passe un événement historique important au Bénin. Le 12 janvier 1994, la monnaie, qui est le franc CFA, subit une énorme dévaluation. Et suite à ça, l'État décide de la... Enfin, comme dans les années 20 en Allemagne, il décide de détruire les billets. Et donc, il se trouve que Meshach Gaba tombe sur des gros sacs de billets, de trous de billets, comme s'ils avaient été poinçonnés en fait. Et à partir de ces trous, ces tout petits morceaux de billets, il produit ses premières œuvres qui vont être considérées comme de l'art contemporain parce qu'en réflexion, en connexion avec l'histoire contemporaine de l'Afrique. Là, je ne sais pas si vous ne voyez pas très bien, et là tout autour sur le cadre, il y a des pastilles collées. Et ces pastilles, en fait, c'est des morceaux de billets, voilà, de francs CFA. Et ça, c'est une œuvre récente, mais par exemple, dans le documentaire que vous verrez à la fin, vous verrez vraiment les premières œuvres de Meshach Gaba avec ces petits morceaux de billets. Donc ça, c'est le moment où Meshach Gaba, sans vraiment le savoir, commence à faire de l'art contemporain. Selon les analystes et selon ce qu'on dit les personnes qui vont étudier et qui vont rencontrer aussi. Et voilà. Donc, suite du parcours, Meshach Gaba vient en Europe, en Hollande, et il suit une formation d'artiste un peu comme dans une école qui est la Rijksacademie. Ça se trouve à Amsterdam, en Hollande. Et en fait, ce lieu a pour objectif, pour ambition de rassembler des artistes qui sont vraiment internationaux. Par exemple, cette année, je peux dire qu'il y a 2 artistes qui viennent d'Afrique, qui s'appellent Emikal Egiongakpa, je ne sais pas si vous connaissez, du Cameroun, et Keman Wa Leuleve d'Afrique du Sud. Et vous pourrez voir, il y a des Ukrainiens, il y a des Australiens, vraiment de tout. Je retiens l'attention sur la partie académie du mot, puisque sur le site justement de
ce lieu de formation, il y a marqué que l'ambition c'est de faire une académie où il y a où les philosophes et les artistes se retrouvent, plutôt la philosophie et la pratique de l'art se retrouvent. Et du coup, il y a toute une notion réflexive sur l'art qui est importante pour la formation de ces artistes et qui va être très importante dans la suite du travail de Meshack Gaba. Parce que c'est justement en fait dans cet endroit qu'il entre en contact avec la culture européenne hollandaise. D'ailleurs, à ce propos, il préfère aller en Hollande qu'en France par rapport au passé colonial du Bénin. C'est lui-même qui le dit dans ses interviews. Et en fait, c'est dans cette académie, dans cet endroit très, très riche intellectuellement, artistiquement, qu'il découvre aussi des artistes d'art contemporain européens qui vont l'influencer dans son travail, dans sa réflexion. Et par exemple, peut-être que vous connaissez Marcel Boudefels. Voilà, la très bonne prononciation. Voilà, artiste belge qui était en fait poète, écrivain, très proche des surréalistes et qui s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas à faire fortune ou à être reconnu dans ce travail. Et un jour, il s'est dit, tiens, je vais m'amuser à plâtrer mes éditions invendues de livres et je vais essayer de vendre ça. Et, enfin, je ne sais même pas si au début, il a essayé de vendre ça. Il en a parlé à un galériste qui lui a expliqué, mais c'est de l'art. Et du coup, en fait, à partir de là, il a dit, voilà, je fais de l'art, je crée des objets. Et en fait, il a toujours gardé une sorte de distance critique par rapport à l'art contemporain. Tout en finalement intégrant l'art contemporain, puisque finalement maintenant il est exposé, il a été exposé au centre Pompidou, et si vous cherchez des informations, c'est là-bas, c'est sur le site, là-bas vous pouvez y aller. Et en fait, par exemple, entre autres œuvres, il a fondé un musée d'art moderne juste à lui avec le département des Aigles. Alors c'est un peu, je dirais pas que c'est n'importe quoi, mais c'est dans le registre absurde surréaliste, c'est-à-dire qu'en fait il a fait une collection d'objets en lien avec le thème de l'aigle et il a créé en fait un lieu virtuel, fictionnel de musée. Et on va retrouver ça plus tard dans le musée d'art contemporain de Meshack Gaba que vont vous présenter mes collègues. Voilà, et donc pour la suite de la... Vous voulez parler de documentaire? Et par la suite, en fait, à la Rijks Academy, il se trouve que la Rijks Academy va permettre à Meshack Gaba de beaucoup tourner dans des lieux internationaux très reconnus, comme à Cassel, dans une manifestation qui s'appelle Documenta. Bon, ça c'est pas ça, mais... Et en fait, c'est dans ce lieu-là, justement, qu'il va avoir l'idée, qu'il va concevoir son musée d'art contemporain, qui va se dire qu'il va y avoir 12 salles. Et les premières salles, comme l'architecture room, c'est là qu'il va les concevoir. Est-ce que j'essaie de la place Bonjour. Meshack Gaba appelait sa large installation musée d'art contemporain africain qui critique du modèle muséal occidental. Il a participé à plusieurs exhibitions et résidences dans le monde entier. Sur PowerPoint, vous pouvez trouver une sélection des exhibitions et des résidences. Vous pouvez regarder ça aussi. Comme vous pouvez voir, il a participé à la Documenta 11 à Cassel en 2002 et la 51 Biennale de Venise en 2003. Et il était l'un des 5 artistes choisis par Wolf Rhein pour le pavillon hollandais, pas Bénin, pour le pavillon hollandais, étant parmi les artistes contemporains les plus représentatifs dans son pays adoptif. En 2006, il a participé au Biennale de Gwangu à Corée du Sud et São Paulo à Brésil. Et il a eu des opportunités
avoir beaucoup de résidences à New York, etc. Vous pouvez voir encore une fois les résidences. Et les prix, il a obtenu. C'est pas tout en fait, mais il y a plein de choses à monter. Du coup, j'ai choisi les plus importants. En fait, pendant son parcours, il a toujours interrogé l'identité, les différences culturelles et les rapports post-coloniaux. Et il a représenté et promouvoir l'art contemporain en Afrique dans plusieurs pays. En fait, je voudrais vous parler de 3 créations de lui qui peuvent nous montrer son approche à l'art contemporain à travers du temps. Promouvoir. Mais j'ai oublié le passé. Le promouvoir. Promu. Il a promu. Promu, oui, c'est ça, je cherche ça. Promu. D'accord. En fait, le premier que je vais vous montrer, c'est Sweetness. Il s'appelle Sweetness. Il a créé Sweetness pour la première fois en Brésil en 2006, pour le bien-être du Brésil. Et avec cette création, il a créé un village global de sucre raffiné. C'est le sucre raffiné. C'est en fait une substance très simple, on peut trouver partout. Mais l'histoire du sucre est intimement liée au début du commerce mondial et le développement de l'Empire européen et sa domination. Pour lui, en fait, le sucre connecte les gens pour le désir d'avoir un goût sucré. C'est très clair pour tout le monde. Mais l'autre côté, en fait, sa rentabilité a également conduit à la diaspora africaine de ramener plusieurs esclaves pour travailler dans les plantations de sucre du Brésil au cours des 5e et 16e siècles. Du coup, à la fois une image fascinante de l'harmonie et un rappel de l'histoire du sucre, je pense que cette création, c'est vraiment important de comprendre les intérêts de Meshach Gaba dans les populations diasporiques, les formes architecturales et le contact interculturel. Ça a été en fait, c'est en Chine, c'est le Brésil, je pense que c'est aussi le Brésil. Voilà. La deuxième création de lui, c'est Tress. En fait, vous avez parlé de ça dans votre exposition, oui. Je vous ai parlé, exposé, oui. Et je vous ai parlé un peu plus de ça. En produisant des sculptures d'architecture de Louis XIII en cheveux synthétiques, il continue d'explorer les relations postcoloniales. Par exemple, sa première exposition sud-africaine a eu lieu en 2007 à Michael Stevenson Gallery à Cape Town. Et il a présenté une série de sculptures tissées à partir des cheveux artificiels en forme de bâtiments emblématiques d'Afrique Sud. Je pense que si vous connaissez Afrique Sud, en fait, c'est les bâtiments très importants et coloniaux à Johannesburg, Cape Town et Pretoria. C'est très villes en Afrique Sud. Et en fait, le deuxième, c'est le même logique, mais c'est une série de perruques voitures, on voit dans l'écran. Ça se compose de tresses multicolorées recouvrant les carrosseries de différents modèles de véhicules motorisés. Et par là, les perruques voitures témoignent d'un intense métissage de culture. Et en fait, les modèles de voitures parlent des exportations occidentales sur le continent africain. Surtout, ces voitures signifient la richesse de l'Occident. Mais l'autre côté, le tresse, en fait, interroge également les codes de représentation et de travertissement dont les femmes se partent pour paraître en société. Du coup, les perruques voitures montrent que l'Afrique contemporaine est riche de nombreux métissages issus de la globalisation, mais on ne peut pas se réduire l'Afrique juste, en fait, comment je peux expliquer ça, je ne sais pas, mais on ne peut pas se réduire uniquement au modèle d'une Afrique ancestrale. C'est compréhensible? Oui. D'accord. Voilà, c'est le deuxième œuvre, création de lui, je trouve important. Et le troisième, il s'appelle Boulangerie africaine.
qui a été présenté dans l'exhibition de Africa Remix. En fait, c'est toi qui as parlé de ça, Africa Remix. Le boulanger africain de Meshagaba montre une projection vidéo sur grand écran des boulangères en situation de travail et six casiers de baguettes de pain confectionnés chacun dans des méthodes précieuses différentes. Et avec cette œuvre, il nous renvoie à notre propre vision de l'exotisme. En fait, il travaille beaucoup sur le concept de l'exotisme, qui est exotique pour nous, pour les gens en Afrique, pour les gens en Europe, et pour tout le monde en fait, dans le monde entier. Par exemple, il dit que si la baguette de pain est chez nous le symbole du produit commun et pas cher, ça peut être autre chose ailleurs, ça peut être le symbole d'un certain luxe et de l'exotisme. Et il a monté ça en Afrique et c'est très exotique pour des gens en Afrique de voir les baguettes comme ça et le processus de création des baguettes. Voilà. En fait, je pense qu'avec ces trois œuvres, on peut mieux comprendre son approche à l'art contemporain au cours des années et son rapport avec les traditions, la vie quotidienne et la vie contemporaine en fait. Et au travers de ces installations, il toujours souligne le rôle de l'art comme lieu de rencontre pour les cultures différentes, pour les gens différents et pour riches de interculturalité. Voilà. Et toutes les issues, on parle dans notre vie quotidienne, dans notre vie contemporaine aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Troisième partie. Bonjour. Je viens de la Lituanie et je vais vous présenter l'un des projets plus importants de Meshagaba. On t'entend pas. Je vais vous présenter l'un des projets plus importants de Meshagaba. Vous entendez? Pas vraiment, non. Donc je vais vous présenter l'un des projets plus importants de Meshagaba, le musée d'art contemporain africain. La création de ce musée a commencé à résidence aux Pays-Bas et à l'Ex-Académie d'Amsterdam en 1996. Un an plus tard, il a fait une première salle qui s'appelle la salle d'esquisse. Et la création de ce musée a duré en tout 5 ans. Donc, durant ces 5 années, Meshagaba a développé la conception de ce musée. Et en fait, il a présenté 12 salles, qui est le modèle, la critique du modèle muséal occidental. Et il faut savoir en fait que ce projet, c'est un projet évolutif et très interactif et qui circule à travers le monde. Et le but de la création de ce musée est tout d'abord la reconnaissance internationale de l'art contemporain africain dans l'Occident, car en fait plus souvent l'art africain il est représenté par des artefacts religieux ou ethnologiques de l'Afrique. Et je vais vous rapidement présenter les 12 salles de ce musée. Et donc, les salles de ce musée sont remplies d'humour et d'ironie et invitent souvent le visiteur ou celle d'autres artistes. C'est un projet à l'esprit de Lucius, parce qu'il utilise beaucoup des choses qui viennent de la vie quotidienne. Et donc, l'aspect nomade et ludique est aussi très remarquant ici. Et aussi l'aspect éducatif et participatif est également partie des principes de ce musée. Donc déjà, vous voyez que les titres de ce musée parlent des gens soi-même, comme par exemple la salle de musique, la salle d'architecture.
Et dans la salle Art et Religion, on trouve les objets d'art cérémonial africain qui se mélangent avec les sculptures kitsch chrétiens et bouddhistes. Mais aussi avec les reproductions des grands peintres comme Raphaël par exemple. Et donc cette mise en scène critiquerait la globalisation et le marché de l'art, aussi la commercialisation. Une autre salle qui a été créée en octobre 2000, aussi à Amsterdam, c'est la salle du mariage, où Mecha Gaba se mariait également avec une commissaire d'exposition et curatrice en Vedès, qui s'appelle Alexandra Randigola. Et donc les documents qui restent maintenant, ils sont exposés dans cette salle. C'est les photos et une vidéo. Et en fait, cela encore fois souligne l'une des idées principales de Mecha Gaba, que l'art et la vie subsistent dans son existence totale. Et une autre salle qui s'appelle Summer Collection, et devient une sorte d'installation où Mecha Gaba a élaboré plusieurs vêtements des tissus migrants. Et aussi dans ce musée, on peut trouver le restaurant du musée et une boutique du musée. Et la salle des jeux, salle du salon. Et il faut savoir qu'à partir de quelques salles, il a développé puis les projets qui sont plus grands, comme par exemple à partir de la salle bibliothèque, il a fait un projet MABA, et Humanist Space, qui était présenté à Documenta 9 en 2002. Il est très important de dire quelles sont les raisons de la création de ce musée. Et d'après l'artiste, les œuvres contemporaines africaines n'ont pas vraiment la place dans les musées occidentaux, car ils sont souvent représentés comme les témoins d'une culture, d'une autre culture, et sont analysés d'un point de vue anthropologique ou ethnologique. Et donc pour Mecha Gaba, la création de ce musée était la seule solution pour présenter l'art contemporain africain et dans un contexte neutre. Et maintenant, je voudrais passer à une autre question qui est aussi importante si on s'intéresse en général sur le concept de musée. Et donc en général, le champ de légitimation de l'art contemporain est particulier, car ce qui souligne aussi un philosophe et critique d'art, Arthur Danto, dans son ouvrage appelé La fin de l'art, il dit que l'art contemporain n'est pas celui que nous pouvons trouver dans un musée. Un musée est un lieu dédié aux œuvres fondamentalement esthétiques ou historiques et s'adresse de manière directe aux individus en tant que spectateurs. Donc pour Danto, l'art contemporain se détache de la dimension esthétique, va au-delà des apparences physiques et porte en fait en soi-même une couche significative. Donc le cas de l'art contemporain africain est encore particulier. Les raisons que je vous ai mentionnées comme en fait on a la tendance de traiter les œuvres contemporaines comme des objets rituels tout d'abord et pour les mettre dans le contexte anthropologique que de l'art contemporain. Et ce qui est intéressant aussi que Mecha Gaba en fait elle a choisi donc Mecha Gaba elle a choisi en fait les lieux d'exposition qui sont dédiés aux pratiques artistiques les plus contemporaines, comme par exemple Tate Modern ou Palais Tokyo à Paris, plutôt que les musées occidentaux, plutôt que les musées classiques. Et cela souligne encore une fois la spécificité de ce projet. Et donc pour conclure, on peut dire que Mecha Gaba a tracé un nouveau chemin avec sa propre vision de musée.
d'abord en tant qu'Africain et puis en tant qu'artiste dans le monde mondialisé. Voilà. Et maintenant, je laisse Anne. Bien, donc jusque-là ça va. Est-ce que vous avez des questions par hasard ou il y a quelque chose qui vous interroge de tout ce qu'on vous a dit déjà? Bah, oui, moi j'ai une question par rapport à ce projet de musée. Pour moi, ce qui n'est pas clair pour l'instant, c'est ce musée, il me semble qu'il n'a pas de bâtiment, il n'a pas de lieu précis. Donc Non, comment il existe, comment il change. Mais en fait, chaque abat, il présente ce musée dans les différents lieux d'exposition. Comme par exemple en 2013, il a présenté ce projet Take Motion. Et puis aussi, il y avait la présentation de ce projet au Palais de Rio à Paris. Donc c'est un projet en fait, qui voyage beaucoup. Donc, Oui, c'est justement une des questions qu'on s'est posées aussi nous, quand on a fait la recherche. Et puis, en fait, il a nommé Musée d'art contemporain africain. C'est une œuvre en elle-même. Donc, il y a le caractère nomade qui c'est Raymond. Et donc, cette possibilité de présenter justement cette œuvre dans différents endroits, différents musées, et ça permet de montrer la culture africaine, et ça permet de mettre les gens en contact avec cette œuvre. Cette possibilité des mais c'est surtout en fait la représentation de l'art contemporain africain. C'est pas que c'est pas les objets rituels. Si, il a interprété beaucoup les objets rituels et d'un niveau. Oui. Il présente des œuvres à lui dans son musée, c'est ça? Si, c'est les œuvres de lui. Et en fait, c'est une œuvre en elle-même. Le musée, c'est une œuvre aussi. C'est une question de discours, c'est comme une installation en fait. Oui, c'est une installation. En fait, il dit lui-même que c'est un musée virtuel, en fait, et qu'il voyage comme lui-même est un artiste international. Son musée voyage plus ou moins avec lui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, par rapport à l'architecture room, il avait expliqué que pour lui, l'architecture room, c'est des cubes. Il avait disposé des cubes sur un tapis et il permettait aux gens, au public, de faire leur propre musée. En fait, pour lui, c'était ça. Il y a une dimension de jeu et de virtualité, de conception dans le fait même de faire un musée. Et c'est-à-dire pour lui, le musée, c'est quelque chose à questionner en fait. C'est pas forcément seulement le lieu, il veut questionner cette institution aussi finalement. Mais pourquoi il appelle ça musée d'art africain? Parce que justement, il trouvait pas la place en tant qu'artiste africain dans les circuits occidentaux pour dire ce qu'il avait à dire en gros. Pourquoi il n'a pas appelé musée d'art international? Parce qu'on va montrer un film dans prendre 10 minutes et il va parler très bien de son musée et les œuvres d'art et ça va être clair pour vous, je pense. Tu dis son musée, tu vois, tu ne dis pas le musée africain, tu dis son musée. Oui, c'est son musée. C'est son musée, ouais. Okay. C'est son musée, c'est sa création. Dans le contexte d'art contemporain, de jouer avec l'idée, par exemple, le musée qui emportait des significations en même temps. On va imaginer, ok, il y a les structures qu'on peut entrer dedans et après il y a toujours installé là-bas, on ne peut pas changer, mais en revanche, il a essayé de jouer avec le nom du musée aussi, en même temps. D'accord? C'est pour ça on traverse toutes les expressions de chaque côté et il a emporté les symboles, les nomades d'Afrique à chaque pays et après exposer toutes les choses dedans. C'est pour ça qu'il a choisi le musée art contemporain africain.
Très bien, donc on va continuer. Moi, je vais vous présenter justement un autre projet ou un autre musée. Pardon, de Meshagara. C'est le musée d'art et de la vie active. C'est aussi également un projet évolutif. Donc, parce que bon,